Bonjour Patrick Caner. Bonjour Monsieur Gougelot. Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin. Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat. Alors c'est fait, le Parlement a donc adopté le premier volet du paquet pouvoir d'achat, 20 milliards d'euros pour répondre aux conséquences de l'augmentation du coût de la vie. Cette nuit, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dans des messages sur Twitter, ont salué la culture du compromis qui a permis l'adoption de ce texte. Est-ce que c'est ce que vous retenez aussi, vous, Patrick Caner? Culture du compromis, certes, Monsieur Gougelot, mais avec une seule partie du Parlement, et en l'occurrence LR, les Républicains, qui ont fait un peu la pluie et le beau temps, et pas uniquement d'ailleurs sur les textes pouvoir d'achat, mais aussi sur le texte concernant la veille sanitaire. Bon, donc voilà, les choses sont claires, en tout cas au moins dans ce début de quinquennat. J'entendais sur vos ondes connivence idéologique, oui, LR assume un soutien sans participation, une coalition de fait. La vraie question maintenant pour nous est de savoir qui est la marionnette et qui est le marionnettiste. Je pense que d'un côté de LR, on pense être le marionnettiste que comme du côté de la Macronie. Ce qui est certain, c'est que la droitisation aujourd'hui du gouvernement, du président de la République est évidente, et cela s'est manifesté par les décisions qui ont été prises dans ces deux textes concernant le pouvoir d'achat. Mais il fallait bien pour le gouvernement, pour la majorité relative présidentielle, trouver un point d'appui, justement, notamment à l'Assemblée nationale, pour faire passer des textes et pour trouver une majorité. À l'Assemblée nationale, mais surtout au Sénat, si vous me permettez, au sénateur que je suis de oui, l'évoquer, puisque la majorité sénatoriale est très majoritairement donc à droite. Ouais, elle a vraiment fait le travail. Elle a vraiment fait le travail de négociation. Je me demande même d'ailleurs, ce n'est pas une attaque politicienne, mais je me demande même s'il n'y a pas eu un accord avant même le débat. Et celui qui est à la manœuvre, manifestement, c'est Bruno Le Maire. Et on sait d'où vient Bruno Le Maire. Il vient de LR. Donc toutes celles et tous ceux qui pensaient que la Macronie avait une jambe de gauche et une jambe de droite, excusez-moi de vous dire, eh bien moi je n'ai jamais cru qu'il y avait de la gauche et de la gauche dans la Macronie. Il y a surtout de la droite et de la droite. Et encore une fois, les mesures qui ont été prises, notamment en matière de pouvoir d'achat, sont des mesures de rustine, des mesures de simple accompagnement, des mesures presque d'aumône, au travers de primes et de chèques divers et multiples. Et il n'y a pas ce que nous souhaitions, à savoir un engagement sur le fond en matière de hausse juste et durable des salaires, la création d'une conférence salariale en septembre ou en octobre, et par exemple aussi l'ouverture des droits sociaux aux jeunes de moins de 25 ans. Donc tout ça a été balayé dans une alliance droite et République en marche. Mais il y a quand même, Patrick Caner, des mesures qui vont dans le bon sens dans ce texte, ne serait-ce que la revalorisation des retraites ou d'autres allocations qui sont également augmentées. Tout n'est pas à jeter, dites-moi quand même. C'est bien pour ça que nous nous sommes abstenus sur le texte pouvoir d'achat. Nous avons voté contre le projet de loi de finances, mais nous nous sommes abstenus sur le texte pouvoir d'achat parce qu'effectivement, 4% on va les prendre, même si l'inflation risque d'être à 7 ou 8 à la fin de l'année. Les 3,5% pour les fonctionnaires, on les prend parce qu'ils en ont impérativement besoin. Et une bonne mesure, et là je la cite parce que c'était aussi un de nos combats depuis des mois et des années, c'est la fameuse déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ouais, qui permet de réparer une injustice sociale évidente. Donc tant mieux. Oui, il y a des choses qui vont dans le bon sens, pas suffisamment loin, c'est pour ça que nous nous sommes abstenus. Par contre, la vraie question c'est mais qui va payer cela? Tout à l'heure vous évoquiez les 20 milliards d'euros représentant ce plan, dont acte. 20 milliards d'euros, c'est un petit peu plus que la moitié des bénéfices sur ce premier semestre 2022 de Total. Et nous avions proposé, avec d'autres, et d'ailleurs y compris une partie de la droite, et notamment du centre, une mesure de taxe exceptionnelle sur les super profits, qui a été elle aussi balayée. Donc vous voyez, les choses vont toujours dans le même sens. Quelques mesures positives, je vous le concède, mais surtout une conception de la société qui n'est pas la nôtre, et qui repose essentiellement sur les privilèges. Finalement, vous savez, si je prenais la métaphore sportive, on dit toujours en foot, c'est toujours l'Allemagne à la fin qui gagne. Eh bien, avec Emmanuel Macron, c'est toujours les riches. Ce sont toujours les riches qui gagnent. Cette nuit, un accord a été trouvé en commission mixte paritaire pour le second projet pouvoir d'achat, notamment la monétisation des RTT. Est-ce que c'est acté finalement ?
Oui, alors c'est acté en partie, mais vraiment là, vous voyez là, la conception qui est celle aujourd'hui de la droite et du gouvernement, de dire mais finalement aux Français qui ont droit à ces repos parce qu'ils ont plus travaillé, on va vous payer les RTT de manière systématique. Jusqu'à présent, cette monétisation était possible, mais dans le cadre d'un accord avec les syndicats, dans un accord de branche, donc un accord négocié pied à pied et dans de bonnes conditions, gagnantes pour l'employeur et aussi pour le salarié. Là, en fait, on va placer le salarié devant l'employeur sans qu'il y ait le moyen de négocier. Et donc ça, c'est très inquiétant. Finalement, on assiste avec les primes, avec les chèques, avec cette mesure ou avec d'autres mesures encore, à une forme de détricotage du droit du travail. Les 35 heures. Et finalement des résultats de notre Conseil national de la résistance, les fameux jours heureux qui ont tellement bien fonctionné dans notre pays depuis tant d'années. Mais ce rachat des 35 heures, Patrick Caner, c'est quand même du pouvoir d'achat en plus pour les salariés qui le souhaitent. C'est du pouvoir d'achat en plus, mais qui maintenant peut être imposé de fait par l'employeur. C'est ça la grande différence. Vous voyez, entre la négociation qui permet d'avoir le même résultat et un déséquilibre dans la relation entre l'employé et l'employeur, il y a là une vraie évolution qui pour nous ne va pas dans le bon sens et c'est pour ça qu'on continuera à se battre. Finalement, ce qui est très intéressant dans ces débats depuis un mois et demi au Parlement, c'est que nous avons un retour du clivage droite-gauche qui, moi, me satisfait pleinement parce que c'est un vrai choix de société qui, à un moment donné, sera posé aux Français. Et dans ce cadre-là, eh bien, la gauche qu'on appelle le gouvernement, moi que je préfère appeler la gauche des solutions gouvernementales, doit apporter toute sa pierre à l'édifice. Justement, c'est l'enseignement principal, enfin, ou en tout cas l'enseignement général que vous tirez des 100 premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est la clarification, où les masques sont tombés, comme vous voulez, hein, si j'étais plus négatif. Clarification de l'engagement du gouvernement, du président de la République. Mais vous savez, quand vous mettez à la tête du gouvernement Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, il ne faut pas vous étonner d'avoir une droitisation des choix politiques qui sont faits pour notre pays. Mais au moins, ça clarifie les choses. Quand même, hein. Elisabeth Borne vient de la gauche. Oui, enfin, vous savez, Elisabeth Borne, elle a été à gauche quand elle travaillait pour des employeurs de gauche, elle est à droite quand elle travaille pour la droite. Donc, et quand je dis ça, c'était pas un manque de respect, c'est un constat objectif. On a le droit de changer, et aujourd'hui, Madame Borne sert essentiellement une politique de droite. Puisque vous parlez de la gauche qui revient en force dans le débat politique, Patrick Caner, est-ce que vous auriez signé, vous, la proposition de résolution sur Israël déposée par un certain nombre de députés de la NUPES qualifiant Israël de régime d'apartheid? En aucun cas. En aucun cas, les mots ont un sens. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu. Je veux dire, la politique gouvernementale israélienne est loin d'être blanc-bleu, notamment en matière de colonisation. Il y a beaucoup de critiques à émettre. Mais entre émettre les critiques justes et aboutir à une sorte d'excès verbal, mais aussi écrit, là non. Vraiment, on est dans la caricature. Israël est une grande démocratie. J'en souhaiterais tout autant pour d'autres, et en aucun cas, donc, c'est acceptable. Et je n'aurais jamais signé ce texte qui a quelques relents qui me déplaisent profondément, et je dirais même, sans caricaturer M. Dupond-Moretti, mais je trouve que dans certaines phrases, notamment sur la supériorité raciale, il y a là sûrement quelques relents antisémites qui ne me plaisent pas du tout. Un antisionisme qui cache un antisémitisme ? Oh, c'est assez classique de le dire comme cela. Mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'Israël devienne le juif des nations. Est-ce que vous approuvez la décision de Gérald Darmanin d'expulser Hassan Iqiyoussen? C'est un imam du Nord, hein, de votre département, que vous avez connu, et qui a tenu des prêches anti-républicains et antisémites. Cette fermeté-là, vous l'approuvez? Oui, bien évidemment, vous savez, cet imam a tenu des propos antisémites, vous l'avez dit, il a aussi relayé des thèses complotistes, il a eu des propos contre l'égalité entre les femmes et les hommes, il a qualifié de pseudo-attentats, les attentats de 2015, que j'ai malheureusement bien connus comme ministre auprès de François Hollande. Non, on ne transige pas avec les valeurs de la République, c'est une bonne mesure, c'est un prédicateur qui était menaçant et il fallait le mettre hors d'état de nuire, hein, très, très concrètement, et je suis heureux que le Maroc et délivrer un laissez-passer consulaire pour qu'il puisse partir, entre guillemets, au Maroc. Malheureusement, des imams de ce type, il y en a
de nombreux encore dans notre pays et là il faut une grande unité nationale pour ne pas relâcher notre effort et protéger nos concitoyens. Merci Patrick Caner, merci d'avoir été en ligne, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat, sénateur du Nord. Merci Patrick Caner et bonne journée. Merci à vous.